Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur le signalement des événements indésirables graves, pour lequel on a le plaisir d'accueillir Élise Corbe qui se présentera tout à l'heure puisqu'elle aura pas mal la parole au nom de la DIAL. Moi, je suis Isabelle Rousselet, je suis chargée de mission à la Fédération de l'Entraide protestante. Et pour vous donner un petit peu un contexte par rapport à ce webinaire, en 2025, on a mené tout un travail avec votre concours sur les violences dans les établissements, notamment une enquête qu'on avait lancée l'année dernière. Et Élise Corbe, qui est de la DIAL, avait aussi contribué à construire l'enquête. Et suite à cette enquête, on a eu deux temps aussi de partage et de webinaire, un en juin, où on a eu des témoignages et des retours d'expérience, notamment de l'Armée du Salut. Et en novembre, on avait organisé un temps de webinaire avec la Haute Autorité de Santé qui avait partagé tous les outils qu'ils ont développés autour de la bientraitance. Et dans ce cadre, on avait imaginé pouvoir vous présenter les événements indésirables graves et la déclaration. Ça n'a pas pu être fait, donc Élise a accepté qu'on repositionne un temps d'une heure spécifiquement là-dessus. Donc l'avantage, c'est que ça nous laissera plus de temps si vous avez des questions. Donc Élise est chef de projet mission pilotage et transformation de l'hébergement à la délégation interministérielle pour le logement pour l'hébergement et le logement. Et elle va nous proposer une présentation pour un petit peu représenter les objectifs et les cadres des événements indésirables graves, les périmètres de signalement, des chiffres, et va pouvoir nous montrer la plateforme d'image numérique sur laquelle on- peuvent être maintenant déclarés les événements indésirables graves. Donc j'arrête le partage pour vous laisser l'écran, Élise, et vous laisser vous présenter. Très bien. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et désolée encore de ne pas avoir pu être présente le 25 novembre dernier. Je, pardon, on se partage les salles de visio à la DIAL. Donc, je suis chef de projet au sein de, donc, comme Isabelle le disait, au sein de la mission hébergement à la DIAL. Donc, la DIAL, administration centrale qui suit le programme 177, les structures du programme 177. Mais là, on est sur un objet, un nouveau outil de signalement des EIG qui est plus large. Donc, je vais revenir dans la présentation sur le périmètre, mais il concerne également des structures du DNA, donc côté ministère de l'Intérieur, et également des dispositifs qui sont plutôt côté des GCS. Je vais sans plus tarder vous partager mon support. N'hésitez pas, alors au niveau des questions, j'aurai peut-être pas visibilité sur les questions, mais je ferai des pauses assez régulières pour qu'on puisse prendre peut-être des questions au fil de l'eau. Je me propose de vous les relayer, Élise. Je vais garder un œil sur le chat et puis trouver à vous interrompre entre deux phrases pour poser la question. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous laisse me dire, est-ce que vous voyez le support? Oui, Très bien. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un point d'information, point d'actualité. Donc ça peut être assez rapide, dans le sens où je vais repasser d'abord un peu sur ce câble grave, mais peut-être que vous êtes tous déjà très familiers avec ces éléments, mais donc on pourra y revenir plus en détail si vous avez des questions. Après, je peux vous montrer aussi quelques traitements statistiques qu'on a pu faire sur les déclarations qui a eu lieu au niveau national pour vous donner un peu une visibilité. Et en dernier lieu, on pourra aussi aller regarder la plateforme côté utilisateur déclarant, c'est-à-dire de votre côté, mais aussi côté instructeur, service déconcentré, pour que vous puissiez voir aussi ce que eux voient si ça vous intéresse. Vous l'avez sans doute vu passer, mais à l'été, donc on a publié avec la DGEF et avec la DGCS une instruction interministérielle qui avait pour but justement de déployer ce nouvel outil, ce nouveau formulaire de signalement des événements indésirables graves sur démarche simplifiée qui s'appelle maintenant démarche numérique, mais qui est le même site sur un formulaire en fait qui reprend exactement peu ou prou le formulaire qui était en annexe de l'arrêté du 28 décembre 2016, mais qui était aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, transmis de manière différenciée selon des processus différents
sur les trois dispositifs, on va dire DNA, DGCS et nous, à des services déconcentrés qui étaient souvent les mêmes personnes en fait qui traitaient les trois remontées et des remontées qui se faisaient par mail. Donc sur certains départements, on avait eu déjà des travaux de rationalisation, d'amélioration, d'harmonisation, etc. Mais on y était encore loin sur certains, sur d'autres. Donc on a eu cette volonté de voilà, proposer un outil unique, commun, pour un peu faciliter le travail aussi de suivi, de traitement des services et de déclaration. Je reviendrai un plus en détail aussi sur les objectifs, mais on avait un vrai objectif aussi de documenter ce qui se passait en fait sur le parc d'hébergement et plus largement, parce qu'on se trouvait aussi dans un contexte d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, suite au scandale Orpea notamment, avec de vraies difficultés à documenter, en tout cas au niveau national, les événements indésirables graves qui étaient déclarés sur notre parc. Et par ailleurs, des opérateurs qui nous faisaient part de tendances, notamment une augmentation des faits de violence dans les structures, etc., sur lesquels on avait du mal à mettre des chiffres. Donc c'est un peu dans ce contexte qu'on a réfléchi à cet outil. Ça a d'abord commencé par des groupes de travail avec les services déconcentrés, notamment les missions d'inspection-contrôle, mais aussi les têtes de réseau associatives. On a commencé donc par mettre en place ce formulaire sur démarche simplifiée. On a choisi démarche simplifiée parce que ça reste quelque chose de très souple. C'est-à-dire on s'est dit qu'on avance en marchant. On l'a lancé cette année en se disant que, voilà, qu'on avait toujours la possibilité de l'améliorer, de rationaliser certains champs si on se rendait compte qu'ils n'étaient pas nécessaires ou au contraire que certains manquaient. Et à terme, l'idée, c'est de bien sûr essayer au maximum de voilà d'apaiser, en tout cas de relier, d'interfacer cet outil avec éventuellement des logiciels internes ou avec le SIAO à terme, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on a cette solution-là. On a lancé une première expérimentation sur 4 régions pilotes au premier semestre 2025. Ces 4 régions étaient donc PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Pays de la Loire. Chaque région a choisi à chaque fois un ou deux départements, voire plus, pour partir dans l'expérimentation. Ça, on a expérimenté ça quelques mois. Retour d'expérience positif de la part des services. Donc, on a décidé de le déployer au niveau national à l'été. On aboutit, donc on arrive, je reboucle la boucle, pardon, mais à cette publication de l'instruction en juillet 2025 que vous pouvez retrouver sur Internet. Et cette instruction est accompagnée de plusieurs outils pratiques, notamment des notices utilisateurs et instructeurs pour essayer au mieux d'accompagner à la prise en main de l'outil. Donc voilà, je vous ai remis, j'imagine que le support après vous sera partagé, mais je vous ai remis le lien vers la démarche que vous retrouvez aussi dans l'instruction au besoin. Alors, s'agissant des objectifs, donc j'avais pu commencer à les dérouler, mais l'idée c'était vraiment de simplifier le suivi des EIG, donc d'avoir quelque chose d'harmonisé au même endroit, donc de ne pas avoir à consolider des mails qui avaient tendance à se perdre et sur lesquels on avait une traçabilité qui était, on va dire, qui pouvait faire défaut. L'idée était aussi d'essayer de fluidifier au maximum les échanges. On a une messagerie qui est intégrée, qui envoie en fait des notifications automatiques. Alors, faut les activer, on pourra voir ça, mais normalement c'est activé par défaut, mais aux personnes lorsque un message est envoyé sur la plateforme. En fait, l'idée c'était vraiment de concentrer sur la plateforme les mêmes, enfin toutes les données relatives à un dossier, d'améliorer la connaissance des suites, donc de pouvoir retrouver au même endroit les déclarations et les suites avec la possibilité pour les services voilà, de remplir des petits éléments directement sur la plateforme, d'améliorer aussi la connaissance des tendances de survenue des EIG à l'échelle d'un territoire, dans l'idée d'améliorer aussi voilà, le pilotage du parc, les dialogues de gestion et de pouvoir identifier aussi assez facilement, là où peut-être avant c'était pas possible, mais les structures qui ne déclarent pas. Donc là, on va pouvoir assez facilement voir en fait qui déclare, qui ne déclare pas, parce que l'idée, c'est pas seulement de voir là où est-ce qu'il y a beaucoup de IG, c'est aussi de voir là où il n'y en a pas, parce que ça veut aussi peut-être dire quelque chose sur la maîtrise des risques, ou en tout cas le circuit qui est mis autour de ça au sein d'une structure.
Et le dernier point, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur les EIG en peut-être les ouvrant aussi à d'autres structures dont la déclaration, pour lesquelles la déclaration n'est pas obligatoire. Mais ça, je vais revenir au niveau du périmètre. Alors, je vous propose de passer rapidement au cadre sans être trop longue, mais jusqu'ici, donc on avait ce fameux arrêté de décembre 2016 qui fixait les 11 ou 10, 11 pardon, catégories d'EIG donc d'événements qui font l'objet d'une déclaration d'EIG. Donc ça peut être les sinistres, vous pourrez aller voir si vous les voilà dans ils sont listés en fait aussi, ils sont relistés sur la plateforme. Mais ça peut être les sinistres, les situations de maltraitance, les décès accidentels, les disparitions inquiétantes, etc. Donc cet arrêté fixait déjà un modèle. Ce qu'on a fait dans le formulaire, c'est qu'on a repris ce modèle en essayant au maximum de faire des cases à cocher. Donc quand on parle de situation de violence, derrière on peut facilement cocher violence physique, violence verbale, etc. pour qu'il y ait le moins d'éléments à rédiger, on va dire, même s'il y a toujours un champ libre, bien sûr, pour pouvoir compléter. Et qu'est-ce qu'un EIG? Donc, j'ai remis les petites définitions, mais globalement, on est sur tout dysfonctionnement grave dans la gestion et l'organisation susceptible d'affecter, pardon, hop, je vois pas tout mon écran, d'affecter donc la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect des droits. Ou c'est tout événement ayant pour effet de menacer et de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes. Alors, un EIG, c'est l'appréciation en fait du danger. Elle relaie en fait du responsable de la structure. Tout ne doit pas faire l'objet d'un EIG et c'est difficile en fait de donner une définition précise parce que ça va beaucoup dépendre aussi du contexte. Mettons une chaudière qui casse en plein hiver, ça va pas être la même chose qu'une chaudière qui casse en plein été. Donc ça nécessite voilà une certaine appréciation. Le conseil c'est quand même voilà en cas de doute on déclare et après le service déconcentré de toute manière vous dira si ça devait faire ou non l'objet d'une remontée à leur niveau. Donc on est sur une transmission sans délai. Sans délai, ça veut dire donc voilà pas attendre peut-être 3 semaines. C'est le plus rapidement possible hein, avant de déclarer via ce formulaire. Un élément très important, c'est qu'on est sur une transmission de données anonymisées, c'est-à-dire que si des noms de personnes concernées apparaissent, les services ont pour consigne voilà de rappeler le dossier pour que il y a une correction et une anonymisation de ces données. En tout cas, c'est vraiment pas la procédure où il doit y avoir des données. Les seules données qui peuvent apparaître et qui doivent apparaître, ce sont les données du déclarant pour les suites données, si jamais donc le service a besoin de reprendre la tâche du déclarant, etc. Voilà. Alors, Élise, je vous interromps puisqu'il y Oui. a... Alors, Marie, vous avez mis une question et des salariés, point d'interrogation. Peut-être si vous pouvez ouvrir votre micro et juste formuler la question. Oui, bonjour, Marie Convert de l'association Habitat Jeunes Montpellier, gestionnaire de foyers jeunes travailleurs. Oui, ma question, c'est nous, on a tendance à déclarer les EIG quand il y a, c'est souvent plutôt une mise en danger des salariés, en fait. Euh, alors, c'est arrivé aussi vis-à-vis des usagers, mais ma question, c'est est-ce qu'on peut faire une déclaration de EIG quand il y a des menaces graves ou répétées à l'encontre d'un salarié, par exemple? Oui, 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 oui. Les deux, hein. C'est à l'encontre d'un salarié, l'encontre d'une personne hébergée, accueillie, en sachant que voilà, ça vous dispense pas aussi d'autres, ce que j'ai pas dit, voilà, c'était sur la dernière slide, mais des autres signalements, c'est-à-dire si on est sur des cas suffisamment graves, où vous avez aussi des vrais doutes sur le fait qu'on est sur un délit, etc. On peut aussi bien sûr accompagner la personne à déposer plainte ou voir un article 40 si jamais, mais oui, c'est les deux, salariés et personnes accueillies. Et voire même personnes tierces. C'est-à-dire que si vous avez bénévole d'une autre association qui intervient sur votre établissement, qui est victime de violences ou autre, ça peut faire l'objet aussi, ça doit faire l'objet aussi d'un EIG. Est-ce qu'il y a d'autres Euh, questions?
Alors oui, il y a une autre question. Après, je sais peut-être que vous allez y répondre dans la suite, mais je la partage. C'est Julien qui demande, hormis l'obligation et le contrôle des déclarations des EIG, quelle est la réelle plus-value de cette déclaration pour les structures? Donc, il y a quand même un objectif voilà, de suivi dans le temps, d'amélioration. L'idée, c'est quand même de pouvoir identifier les situations pour mieux les prévenir. Donc, venir derrière, pouvoir identifier des mesures correctives ou préventives, des besoins en termes de sensibilisation, formation des équipes, information, etc. Et au-delà de ça, c'est une obligation aussi vis-à-vis en fait de l'administration de contrôle et de financement qui est la dette pour vous. Alors, si je peux me permettre Ouais. d'intervenir, hein, oui, effectivement, c'est ce que je dis, hormis cette obligation et puis finalement le contrôle de ce signalement qui est obligatoire, ça, on l'entend bien. Mais vous parlez de formation sur les habitats jeunes, les foyers de jeunes travailleurs, ça fait des années qu'on est confronté à différentes problématiques et des publics. Donc, c'est vrai que ça fait déjà plutôt quelques années qu'on est formé sur plusieurs aspects pour l'accueil alors pour nous des jeunes en l'occurrence. Donc la formation, j'avoue qu'elle est déjà mise en place actuellement dans notre établissement. Moi, ce que je veux savoir, c'est concrètement, si moi je fais une déclaration à mon niveau que c'est remonté à la dette, mais que par exemple j'ai aussi, parce que bien souvent il faut multiplier les différentes déclarations, parce que on accueille aussi des jeunes en protection de l'enfance, en protection judiciaire de la jeunesse. Donc à chaque fois, je multiplie les déclarations d'incidents, une remontée à la dette, mais en l'occurrence, la personne elle est toujours dans mon établissement. Et, euh, et après, eh ben, du coup, il faut que j'engage des procédures qui sont parfois longues. Et là, en l'occurrence, ben, j'ai personne pour m'aider. Ouais. Bah, vous avez personne pour vous aider au niveau de la dette. C'est un besoin d'appui que vous souhaitez, c'est ça? Qui manque. Ah ben oui, Ouais. d'appui en l'occurrence, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'engager des procédures qui sont parfois très longues, avec des personnes qui sont violentes avec les autres résidents. Alors violent, c'est le moindre mal presque, je dirais, parce qu'il y a plein d'autres problématiques qu'on peut rencontrer. Mais effectivement, on continue de les accueillir dans nos établissements parce que légalement, ils ont le droit de s'y maintenir tant qu'il n'y a pas une expulsion qui est faite. Ouais. Bah ça, on va dire, sur ces questions-là, nous, on est en train de travailler avec le ministère de la Justice pour aussi faire un vade-mecum sur les actions à mettre en œuvre, on va dire, en cas de maltraitance et de violence. Globalement, enfin, j'en conviens avec vous, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, à chaque fois, c'est un travail qui est assez long et lourd à porter à l'échelle de chaque structure sur les suites à donner parce qu'on peut pas, on est obligé de faire du cas par cas sur chaque situation. Enfin, là, je pense notamment à des situations très complexes où on va avoir, on a été saisi très récemment sur une situation où on avait une enquête administrative faite par la structure qui se percutait avec une enquête judiciaire sur un monsieur sur lequel on continue à obliger, enfin, on obligeait une obligation de résidence au sein de la structure d'hébergement. Alors que cette structure-là souhaitait faire une fin de prise en charge. On n'a pas de possibilité aujourd'hui, clairement, de contrevenir à une enquête judiciaire et en fait de prononcer de son propre chef une fin de prise en charge si on a ça. Donc les seules possibilités qu'il y a, en fait, finalement, c'est au cas par cas d'aller soit voir les forces de l'ordre. Si ça ne marche pas, c'est aller voir les services du parquet, etc., pour négocier et voir comment on peut s'arranger en bonne intelligence, on va dire, pour essayer de gérer au mieux la situation. Mais sur ça, on est en train d'essayer justement d'outiller, nous, les services, parce que le formulaire EIG, on va dire, c'est la première étape pour remettre un pied à l'étrier, on va dire, de tout le monde, mais de notre côté, hein, côté, on va dire, service de l'État, pour après essayer aussi, avec l'appui des missions d'inspection de contrôle des MRIS, de voir comment on peut aussi plus facilement venir en appui de situations de traitement qui nécessiteraient aussi des fois, comme vous disiez, de remettre dans la boucle conseil départemental, ARS, selon les cas qui sont montés. Alors après, si je peux, sur la dette, ceux du Val d'Oise, parce que nous, le 22 octobre, ils nous ont envoyé hein, effectivement cette nouvelle démarche donc obligatoire pour tous les opérateurs. Ils ont été clairs dans l'envoi du mail
fin octobre, pour dire que ça a des fins statistiques, simplement. Après, à l'usage, quand même, nous, on a une dette qui, quand elle le peut, essaye de comprendre par quoi on est passé et ce qu'on a essayé pour résoudre la situation et qui va essayer de chercher des solutions. Alors oui, dans la majorité des cas, on nous renvoie à nos responsabilités et on nous dit de la trouver tout seul. Mais la dette, en tout cas dans le Val d'Oise, essaye avec nous d'essayer de mettre en lien des opérateurs entre eux, d'appuyer une orientation qu'on fait. Il y a quand même, en tout cas dans la dette du Val d'Oise, un effort de soutenir l'opérateur pour essayer d'aller dans la réponse à une problématique grave. Ça doit dépendre des dettes, j'imagine. Merci pour, je crois reconnaître Bérénice pour parce que je vois pas tout le monde comme Oui, j'enregistre. c'est Bérénice. C'était préféré. Merci pour le témoignage. Ce que je propose, alors Julia, tu n'as peut-être pas répondu complètement à vos questions. Ce que je propose, c'est qu'on laisse Élise finir la présentation et après on reviendra en plénière et on pourra revenir sur ce sujet si ça vous va. On a bien entendu la question du à quoi ça sert, si je résume, pour les Mm. associations. Euh, ah mince. Ah. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Je vais. Alors nous, on voit cadre et définition des EIG 2 sur 2. Ouais. Je n'arrive plus je vais arrêter le partage et recommencer parce que j'arrive plus à les passer. D'accord. Alors, est-ce que. Ah, C'est bon, c'est bon, c'est bon, on le voit. non, j'arrive plus à passer. Je vais recommencer une dernière fois. Peut-être que vous l'avez mis en mode plein écran, il faut enlever votre mode plein écran pour le repartager. Ok. J'ai déjà eu Alors, ce... Bon, ça, c'est la petite pause pour les uns et les autres. ok. Je pense que c'est bon. Voilà. Si vous pouvez le remettre en plein écran, voilà. On est au périmètre de signalement, là. Oui, donc périmètre de signalement, c'est ce que j'ai évoqué en introduction. Donc, on a voulu faire quelque chose d'interministériel. Donc, sont concernées de manière obligatoire en fait les structures qui sont déclarées et autorisées. Donc, pour le côté 177, donc le parc, on va dire généraliste, ce sont les structures d'hébergement d'urgence, les CHRS et les foyers de jeunes travailleurs. Côté DNA, côté ministère de l'Intérieur, demande d'asile, donc on est sur les places d'hébergement pour demandeurs d'asile. Euh, ça va être CES, CADA, UDA, Prada, CPH et le parc Ukraine. On a également les SAS régionaux qui sont concernés. Et côté DGCS, donc ce sont les deux dispositifs MJPM, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et les DPF, les délégués aux prestations familiales. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire, donc encadré, on va dire, par les textes. Et ensuite, on va avoir des possibilités de signalement, mais sur lesquelles, en fait, on insiste, nous, assez, en fait, on encourage très fortement les opérateurs à se saisir de l'outil. Les dispositifs de veille sociale, là, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'équipes mobiles maraudes, accueil de jour qui se saisissaient, en fait, de l'outil. Alors, ça va dépendre aussi beaucoup de la politique qui est promu, on va dire, par les services déconcentrés dans chaque département. Mais on en a de plus en plus. Logement adapté, donc hors, on va dire, FJT, où là, FJT, pour le coup, c'est obligatoire. Les résidences hôtelières à vocation sociale et les dispositifs de réinstallation aussi. Et ensuite, donc voici, on va dire, pour le cadre. Et ensuite, côté chiffres, c'était simplement pour vous montrer. Alors, pour tout vous dire, un des objectifs aussi avec ce nouveau formulaire, c'était de l'adosser. C'est de l'adosser en fait à un outil de traitement statistique qui est développé en ce moment par le ministère enfin, le service statistique du ministère de l'Intérieur de la DGEF qui va permettre en fait d'avoir par trimestre des tableaux de bord automatisés
au niveau national, départemental et régional, qu'on puisse en fait partager aux services déconcentrés. Et puis l'idée, c'est de donner un accès en fait direct à l'outil au niveau régional, parce qu'on ne pourra pas, je pense, le donner à toutes. C'est un accès limité en termes de nombre à tous les départements, mais comme ça, le niveau régional pourra aussi faire des extractions en fait au cas par cas. Et en dehors de cet outil statistique, l'avantage de démarche simplifiée, c'était de pouvoir aussi avoir des extractions Excel très facilement et de manière autonome et libre pour pouvoir, pour que chaque service déconcentré, département, etc., puisse faire ses propres traitements statistiques quand il le souhaite. Et on ouvre aussi la possibilité, alors à terme, il faudra qu'on voit comment mieux structurer l'offre une fois qu'on aura vraiment l'outil statistique. Mais l'idée, c'était de pouvoir aussi répondre à des besoins de têtes, de grosses têtes de réseaux associatives et de pouvoir faire à la demande en fait des extractions sur leur parc s'ils le souhaitaient aussi, des choses comme ça. Donc pour l'instant, on le fait à la demande. À terme, on souhaiterait un peu plus structurer ça envers les opérateurs aussi. Donc pour rentrer dans le vif des chiffres, on va dire, là c'était simplement pour vous montrer du coup, non pas sur la base de cet outil statistique qui est en cours de finalisation, mais sur des traitements Excel tout simples, les chiffres, en fait, ce qu'on a pu recueillir depuis le lancement, c'est à prendre notamment sur la répartition régionale avec des pincettes, parce que comme on a des régions qui ont été lancées un peu avant, voilà, faut le lire aussi à l'aune du lancement de l'expérimentation, mais on est à un peu plus de 2000 signalements effectués au niveau national au 31 décembre 2025, principalement sur le parc généraliste, 67%, et ensuite à 21% sur le parc demandeurs d'asile et réfugiés. Sur le traitement que vous avez, enfin le graphique que vous avez côté droit, là, on est exclusivement sur donc, le 177, les dispositifs côté DIAL. Et on voit qu'on a mais c'est assez logique, une grosse enfin, représentation plutôt côté CHRS qui représente l'essentiel des déclarations côté 177 avec l'ACHU. Et ce que je mentionnais, les accueils de jour et de nuit. Alors, de nuit, j'ai ajouté de nuit dans le traitement, mais on n'en a que 6. On est principalement sur des accueils de jour qui ont déclaré parmi les 145 et résidences sociales, dont pensions de famille, qui ont aussi, qui se sont aussi largement emparés de l'outil, même si ce n'est pas obligatoire pour elles. Voilà, côté répartition géographique, donc surreprésentation Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire. Et comme je le disais, Pays de la Loire, Pays de la Loire, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et PACA étaient en fait parmi les territoires expérimentateurs. Donc on a la capacité assez facilement, là je ne l'ai pas mise, mais d'avoir aussi cette répartition par département et même de manière un peu plus fine si on le souhaite. Et quelques chiffres, donc là c'était simplement sur le type de IG, voilà, ça confirme une hypothèse qu'on avait, hein, mais qui est que l'essentiel en fait des déclarations concerne très majoritairement des faits de violence, principalement le fait de violence physique. Là je les ai pas sortis, mais on peut aller dans un niveau de détail assez fin en distinguant faits de violence aussi sexistes et sexuels parmi ces faits de violence. Mais voilà, une écrasante majorité de faits de violence déclaré cette année. Voilà, c'était une présentation assez rapide. Je vous propose peut-être de prendre des questions. J'arrête mon partage. Merci beaucoup, Élise. Il est aussi prévu de vous montrer la plateforme un petit peu, mais comme proposé, on peut prendre quelques questions si vous le Oui, souhaitez de vive. Oui, Marie. oui, je sais pas comment on lève, comment on fait le lever de main, là, je trouve pas le Alors, c'est sur réagir à réaction. et là, vous pouvez, Ah oui, on ok, vous met merci. lever la main. Voilà. Moi, j'avais une question. Alors, par rapport aux chiffres là que vous donnez, il s'agit donc des EIG qui ont été enregistrés de manière dématérialisée ou ils comptabilisent l'ensemble des EIG de l'année 2025, dématérialisés ou pas? Non, que dématérialisé. Là, c'est pour ça. D'accord. On sait Ah qu'il oui, y a parce que je me disais quelques... 40 en FJT. Bon, on en a déjà fait 7 l'année dernière. Et moi, j'aurais des questions assez pragmatiques. On n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser de faire une déclaration de IG de manière dématérialisée. Est-ce que c'est possible de revenir un peu
sur le process parce que voilà, je m'y suis un petit peu attelée, mais est-ce qu'il faut que ce soit, si j'ai bien compris, il y a vraiment des allers-retours entre la personne qui déclare et le service qui gère la déclaration. Donc du coup, j'imagine qu'il faut une adresse mail nominative. Enfin, comment est-ce qu'on peut être à plusieurs sur un dossier? Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu d'un point de vue très concret, quoi? Oui, bah ça, on pourra regarder Mhm. ensemble sur la plateforme comment ça fonctionne. Il faut effectivement une adresse mail nominative, c'est mieux. Comme ça, on sait, parce Ouais. que pour des questions de traçabilité, même nous, côté service de l'État, on a demandé au maximum des adresses mail nominatives. Euh, c'est aussi enfin, pour tout vous dire, hein, c'est parce que Démarche Simplifiée est en train de monter un peu en termes de sécurité et Mhm. il est Et oui, possible qu'à un moment donné, ils mettent en place un système de double identification. Donc, c'est toujours plus simple si chacun a sa propre adresse mail, d'accord. etc., que plutôt quelque chose de partagé. Mais donc voilà, il faut une adresse mail. Une fois que vous avez votre adresse mail, il n'est pas nécessaire que le service, que votre dette vous ajoute à la plateforme ou vous autorise, etc. Ouais. À partir du moment où vous avez le lien, c'est un lien Mhm. accessible à tous, vous pouvez le remplir. Le fait D'accord. de vous enregistrer avec une adresse mail, c'est simplement que ça vous permettra de retrouver tous les dossiers que vous avez déposés au même Oui, endroit. ça c'était aussi une question. Est-ce que enfin, je me suis penchée sur la question il y a plusieurs mois, donc j'essaye de refaire un peu le fil. Euh, oui, on peut pas. Moi, je pensais que c'était possible, vu qu'on est plusieurs salariés à être susceptibles de déclarer des EIG. Par exemple, voilà, on est 6 cadres au niveau de l'association. Est-ce qu'après, donc chacun va faire une déclaration avec sa propre adresse mail professionnelle, mais est-ce qu'après, il y a un système qui nous permet d'avoir un regard sur l'ensemble des EIG, ou alors il faut aller sur le compte de chaque personne, où on peut avoir accès à l'ensemble des EIG de la structure? Alors, ce qui est possible, c'est de partager, d'ouvrir les droits, en fait, lorsqu'on crée un EIG, d'inviter des personnes à contribuer à l'EIG. Ouais, ça j'avais vu, oui. Ça, c'est possible. Ce qu'il faut que je vérifie, par contre, parce que ça, j'en suis pas sûre, c'est est-ce qu'une fois qu'on a ouvert des droits, l'EIG apparaît également sur l'espace de la personne à qui on a ouvert des droits, même s'il est déjà déposé. Parce que en termes de pilotage, vous comprenez que c'est pas Ouais. simple. Du coup, moi, je suis référente, voilà, qualité IG pour l'association. Je vais pas aller, enfin, voilà, je me disais si c'est un outil qui permet de les comptabiliser, d'avoir un regard sur l'ensemble des EIG de la structure, c'est bien. Mais s'il faut aller sur chaque espace des cadres qui vont faire les EIG, c'est un peu compliqué, quoi, en fait, pour piloter. Ouais, bah ça je comprends bien. Non, mais je vais regarder du coup. Je sais pas si j'arriverai à regarder en direct, mais sinon Ouais. ouais. Vous pourrez nous faire un retour parce que vraiment, nous dire peut-être Je vous par mail. propose, Marie, si Élise trouve la réponse, qu'elle puisse Oui, me la communiquer, je la d'accord, retransférerai merci. à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites. Merci, ouais. Mm. Merci Marie. Abdel, vous aviez aussi levé la main. Oui, très rapidement, hein, merci pour ce temps. Donc, Abdel Daoui, hein, je suis à la direction générale de Jeunesse Habitat Solidaire, donc plutôt de l'habitat jeune, même si on peut accueillir des étudiants et des alternants, situés sur la métropole bordelaise et puis avec des perspectives plus fortes sur la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, elle est un peu dans le sens du propos qui avait été développé avant par Monsieur Dumont. Il y a une vraie évolution en fait des situations des publics qu'on accueille en habitat jeune et qui vient impacter également en fait les métiers aussi hein, sur l'accompagnement. Donc j'espère que finalement le traitement qui sera fait en fait de cette donnée statistique viendra également en fait soutenir la nécessité d'avoir sans doute des moyens d'appui, mais aussi ressources humaines pour venir également mieux accompagner les situations auxquelles en fait on est confronté. Donc on voit bien hein, côté contrôle, c'est pas tant ça, hein. Il y a le contingent prioritaire et c'est une obligation et nous devons y répondre, hein. Mais il y a un sujet aussi en fait de moyens concrets sur les accompagnements en fait qui sont développés. Et là, deux sujets. Il y en a un, tout le monde s'accorde à dire que le sujet de la santé mentale est prioritaire, il est prégnant. Or, avoir en fait une infirmière santé mentale ou autre profil dans nos organisations, c'est pas quelque chose nécessairement d'inné, où c'est des choix en fait très forts qui sont posés avec des moyens alloués. Donc ça, c'est un sujet.
Situation ou population migrante, hein, voilà, pour dire, étant moi-même issu de l'immigration, mais comment on vient accompagner également des dynamiques en fait d'inclusion, d'intégration, de bonne connaissance également entre guillemets du pays hôte. Voilà, c'est un vrai sujet qu'on a abordé, hein, sans être tabou là-dessus. Et avec également peut-être un petit décalage, un petit pas de côté. On a eu un temps intéressant, nous, avec le SIAO, qui nous indiquait, dans le cadre de la convention AGLS, hein, qui est revue également, donc nous, on est content, hein, les modalités de calcul nous sont plutôt favorables, donc on peut faire du recrutement, et voilà, donc au poste ouvert, et ça c'est plutôt chouette, hein. Mais venez est indiqué que pour des populations dont le logement était quasi gratuit, en fait, voilà, il y avait en fait un soutien financier fort, les amener en fait à considérer qu'il y a un reste à charge bah, est plus délicat également en long cours. Ce qui fait qu'on peut nous se retrouver également dans des situations en fait d'impayés, mais surtout la personne dans des situations rapides de difficulté quant à ses dynamiques d'inclusion et capacité à occuper un logement en long cours. Donc je viens d'ores et déjà signaler, parce que nous on le voit en fait au concret, et un peu warning là-dessus. Merci. Merci Abdel. Merci beaucoup. Pardon, vous êtes dans quel département? La Gironde. Ok, Et représentant également l'UNAFO, voilà, au d'accord. CRHH, hein, voilà, je l'indique, FEP, UNAFO, etc. Mais merci la FEP. Merci pour l'apport, Abdel. Je ne sais pas, Elise, s'il y a une réponse à apporter de votre côté ou une réaction, ou s'il y a d'autres Non, questions autour de l'écran. non, mais on est d'accord sur le fait que je pense que et on en a bien conscience, cet outil, encore une fois, c'est une première brique parce que sans connaissance de enfin, là, on était dans un système assez défaillant au niveau de la connaissance de ce qui existait ou pas. Déjà, sans connaissance, on avait du mal à aller poser une autre brique derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller on l'a bien noté, nous, les services nous remontent aussi exactement la même chose. Là, maintenant, le besoin, c'est vraiment sur l'accompagnement et comment on peut les appuyer sur le traitement des situations. Donc, c'est sur ça qu'on va mettre le focus sur les prochains mois. On a bien noté, on vous rejoint sur ça. Merci, Elise. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Moi, j'avais une question peut-être plus au niveau de la RGPD et de la confidentialité des données nominatives qui sont transférées même à un organisme de l'État. C'est pas qu'il y a une rétention d'infos des travailleurs sociaux, mais ça peut arriver. Et nous, on fait attention, surtout aux personnes en HU où on doit l'anonymat, de faire attention à ce qu'on écrit. Est-ce qu'il nous faut leur accord euh, aux personnes concernées, ou en tout cas l'information qu'on va communiquer, ce qui s'est passé de cette façon, ou est-ce que c'est juste de l'autre côté, lorsque l'information est reçue, bah, qu'il y a une attention particulière à la durée de conservation de ces données nominatives et à la manière dont elles sont détruites? Alors, sur ce sujet, donc sur la déclaration des EIG, les personnes concernées, on ne doit pas avoir de données nominatives sur les personnes concernées, donc nom, D'accord. prénom, etc. Donc, il n'est pas nécessaire de les Non. prévenir. C'est toujours mieux s'il y a une situation particulière de dire qu'on va déclarer cette EIG, mais il n'y a pas de nom sur les EIG. Et si D'accord. jamais il y a un nom, nous, justement, c'est ce que je disais, on demande au service de réouvrir les droits à la modification pour que vous puissiez en fait enlever tous les noms. D'accord. Et les seuls noms qui apparaissent, ce sont nom, prénom et adresse mail du professionnel qui a déclaré et rempli l'EIG pour qu'il puisse être contacté au besoin. Ok. Et de notre côté, côté conservation des, hum, des données, les dossiers sont conservés en fait un an sur la plateforme. Après, les services de l'État vont faire des archives, enfin, ils Oui, archivent, je pense, de manière assez régulière les dossiers, font des extractions Excel des dossiers qui ont été déposés de leur côté. Mais normalement, il n'y a pas de données nominatives dans ces éléments-là. Et justement, si un service ou si on vous demande des données nominatives, ne pas hésiter à dire que bon, bah, enfin, là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc hein, dans le code. très bien. Merci beaucoup. Merci. Une autre question, peut-être avant que vous puissiez nous montrer, Elise, justement la plateforme des marches numériques.
s'il n'y a pas de questions, bah, je vous propose de reprendre la main, Élise, pour nous montrer la plateforme. Ça va peut-être répondre à vos questions, Marie, entre autres. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, Alors, le formulaire EIG, donc je vais essayer de vous montrer plusieurs interfaces. On peut, si vous avez déjà essayé de prendre en main l'outil, vous avez des questions particulières, on peut aller regarder un peu plus en détail, mais sinon, donc, pour vous montrer. Donc, on est sur une démarche. Une fois que vous avez le lien, vous arrivez automatiquement sur cette interface. Vous pouvez, donc, on va vous demander de vous connecter à un moment donné pour voilà, pouvoir remplir, mais il n'y a aucun prérequis. On demande, donc ça c'est, pour l'instant, on demande le numéro SIRET. Donc, l'INSEE ne marche pas aujourd'hui, mais pour pouvoir identifier et rattacher en fait des dossiers à une même structure plus facilement. Euh, alors, pardon, j'essaye de. Donc quand vous arrivez sur cette déclaration, on est sur un formulaire qui comprend sept sections globalement. Une première section avec des informations sur l'établissement pour bien l'identifier, on va dire. Une deuxième section sur les circonstances et le déroulement des faits. Une troisième section sur le nombre de personnes exposées. Ensuite, on a bien distingué, et c'est peut-être pas, je pense, ce qui distingue le plus par rapport peut-être au formulaire de l'arrêté qui était transmis jusqu'ici, c'est qu'on a bien distingué peut-être les mesures immédiates qui ont été prises de celles qui vont être prises pour voilà, faciliter, on va dire, le traitement et la compréhension des éléments remontés, mais c'est pas une grosse modification. Et ensuite, on a deux dernières, on va dire, parties qu'on retrouvait déjà auparavant. Est-ce qu'il y a eu des répercussions médiatiques? Et une dernière partie sur tout simplement les informations relatives aux déclarants. Donc, je passe un peu vite, mais bon, voilà, vous avez date et heure. Cette catégorie-là, vous avez la possibilité, en fait, de mettre un numéro d'un EIG que vous aviez déjà déclaré. Par exemple, je sais pas, un fait de violence commis par une personne qui a déjà commis enfin, ou qui a un lien avec quelque chose qui n'est un autre EIG qui a été déclaré, il y a quelques semaines, quelques mois, et vous souhaitez attirer l'attention des services, là-dessus. Vous pouvez mettre le numéro de l'ancien service, et tout simplement derrière, en fait, il y a un lien automatique qui se fait vers l'autre dossier. Les types de structures, mettons parc généraliste, on choisit la région, et le département, en fait, c'est un champ qui est assez important parce que le département, c'est ce qui va permettre de router automatiquement votre dossier vers le service déconcentré, en fait, approprié. Si jamais il y a une erreur, c'est pas bien grave parce que de toute façon, votre service, la dette, a la possibilité de réaffecter un dossier si jamais vers un autre département assez facilement, s'ils se rendent compte que c'est pas le bon département. Donc après, voilà, des adresses assez classiques, l'adresse, le nom de la structure. Toujours un petit champ libre pour pouvoir décrire les faits qui ont été constatés. Là, on rappelle avec la référence qu'on est sur des données anonymisées. Les conséquences, donc on a essayé voilà, de faire des cases à cocher quand c'était possible. Le fameux référentiel, donc on vous l'a remis sur un lien cliquable s'il y a besoin de retrouver les 11 catégories qui sont des catégories qui sont fixées par les textes. Donc par exemple sinistre et accident météorologique. Et ensuite on a en fait des cases à cocher où on peut préciser de quoi il s'agit. Voilà, donc après, les personnes, donc là on fait la distinction entre les personnes adultes qui ont été exposées aux victimes, les enfants, les professionnels ou bénévoles et les personnes extérieures. Et on arrive la partie 4, les mesures qui sont immédiates, qui ont été prises. Donc, est-ce qu'il y a eu une demande d'intervention des secours, etc. Si oui, on précise. Est-ce qu'il y a eu des mesures prises au niveau du personnel accompagnant, de l'organisation de la structure ou des salariés? Donc ça, c'est des questions qui étaient déjà en fait dans l'autre formulaire. Est-ce qu'il y a une enquête de police, un dépôt de plainte, signalement au procureur de la République, signalement à eux? Ça, c'est pour savoir voilà, ce qui a été fait parce que pour que les services de l'État puissent vous appuyer au besoin
enfin sur ça, vous pouvez aussi leur signaler en fait que vous avez des besoins d'appui sur ces éléments-là. Et ensuite, les dispositifs envisagés. Donc c'est la même chose, mais sur ce qui va être pris. Donc on demande de bien détailler éventuellement s'il y a des mesures qui n'ont pas été encore prises, mais qui sont envisagées, éventuellement le calendrier ou à quel horizon elles vont être prises. Et une dernière, avant-dernière partie, pardon, sur les répercussions médiatiques, partie qui figurait aussi dans l'annexe de l'arrêté, et une dernière partie sur les informations. Voilà, je, j'ai passé en revue quelque chose, mais vous pouvez le retrouver. Et en fait, à la fin, donc dès que vous déclarez, déposez votre dossier, vous pouvez télécharger une fiche récapitulative avec vos éléments. C'est un dossier, hein, j'ai créé juste avant des dossiers tests, donc il n'y a pas de données nominatives ou quoi sur ces éléments-là, mais vous pouvez télécharger cette attestation. Et ensuite, ces éléments, vous pouvez les retrouver. Alors, pardon. Donc voilà, si vous souhaitez inviter, pardon, je suis revenue un peu en arrière, mais lorsque vous complétez un dossier, vous pouvez inviter une personne à venir modifier ce dossier. Donc vous rentrez son adresse mail, elle recevra automatiquement sur sa boîte mail un lien pour venir compléter ces éléments-là. La chose que je vais vérifier juste après notre point, du coup, c'est est-ce que si j'ai été invitée à un dossier, que ce n'est pas moi qui le dépose in fine, est-ce que je le vois quand même sur mon espace? Ça, Alors, Élise, juste parce que ça, moi, nous, à la FEP, on utilise des marges numériques pour Ouais, les dépôts, les demandes de subventions auprès des différents services de l'État. Et il se trouve qu'on utilise des marges numériques et on invite des personnes. Et moi, je peux être le propriétaire, mais parfois, je suis invitée sur des dossiers. Je peux les consulter, en effet. Alors, d'accord. j'imagine que ça doit être le même système, mais à vérifier. Et pour répondre à Déborah, il est possible d'inviter plusieurs personnes. Parce que si vous vous êtes mis sur des marches numériques, je pense que ces fonctionnalités-là, elles sont valables sur tous les dossiers, Hmm. peut-être. Oui. Bah, ou si vous pouvez vérifier, mais en tout cas, pour l'utiliser, on peut inviter plusieurs personnes. Et une fois le dossier déposé, on a toujours accès sur le dossier auquel on était invité. Oui, bon, bah, je vérifie, mais c'est vrai que ce serait Bah, quand Marie, même ce bon serait pour, l'idéal si vous étiez invité sur tous les dossiers, vous auriez accès mm. sur votre compte des marchés numériques. Euh, Pardon, donc, Elise, ouais. c'était pour spécifier au cas où c'est une fonctionnalité générique. Non, merci beaucoup. Et dernière chose, avant peut-être qu'il y ait des questions, mais on a remis ici, je pourrais le renvoyer à Isabelle, le guide de la démarche, donc un guide utilisateur sur comment on se crée un compte, des choses un peu, voilà, qui reprend un peu peut-être les questions qu'on se pose régulièrement sur démarche simplifiée. Et avant de passer peut-être à l'interface instructeur, si ça vous intéresse de voir ce que voient les services, est-ce qu'il y a des questions? Bah, il y avait la question, est-il possible d'inviter plusieurs personnes? Donc on y a répondu en disant a priori oui, mais à vérifier. Si pas de réaction, je vous propose de continuer, Elise, et puis après on enlèvera le partage, ça permettra d'avoir un dernier tour de table pour des questions restantes. Très bien. Et côté, donc je passe. Donc là, non, je suis encore côté usager, mais voilà, normalement, tous vos dossiers en fait se trouveront ici, ceux en tout cas que vous allez poser, et a priori ceux où vous êtes invités. En cours, ils seront à ce niveau-là. Des traités, vous les retrouvez dans l'onglet adéquat. Donc, je vais juste passer côté instructeur. Normalement. C'est bon. Donc là, on est sur la démarche. J'ai caché les adresses mail, etc. Mais globalement, les instructeurs, alors je suis au niveau national. Donc je vois là où pour la DIAL, là on a accès en fait à tous les dossiers, mais chaque département, sinon on n'a accès qu'au dossier de son département. Ils ont plusieurs onglets qui leur permettent de savoir voilà qui suit quoi, quels sont les dossiers traités, etc. Chacun a sa propre, on va dire, doctrine. Enfin, il n'y a pas de tel dossier, tel EIG est traité à partir du moment où telle action a été prise. Ce qu'on invite, c'est que à partir du moment où l'EIG est maîtrisé, dans le sens où toutes les mesures n'ont pas forcément été prises, on avait prévu de faire un temps d'information, il n'a pas eu encore lieu. On considère que on n'est pas obligé d'attendre que ce temps d'information ait eu lieu pour clôturer l'EIG. On considère que l'EIG est clôturé. Pardon.
que l'EIG est clôturé à partir du moment où il est maîtrisé, les premières actions ont été prises et le service de l'État dispose de toutes les informations nécessaires, en tout cas n'a pas de questions supplémentaires sur le l'EIG. Ce que peut faire le service de l'État, s'il considère qu'il a des questions encore sur la manière dont a été traité l'EIG ou s'il y a voilà, des besoins d'informations supplémentaires, il peut en fait réouvrir les droits à la modification, ça je l'ai rapidement évoqué, mais en fait, quand vous déposez un EIG, une fois qu'il est déposé, vous pouvez plus le modifier. Pour pouvoir le modifier, soit vous écrivez en direct au service de l'État si la modification vient de vous, soit le service de l'État en fait va vous réouvrir des droits et dans ces cas-là, vous recevrez un mail automatique vous invitant à retourner sur l'EIG et normalement le service de l'État vous aura indiqué par mail en fait qu'est-ce qu'il attend comme modification ou comme précision sur les champs. Voilà. Je vais aller sur un EIG un peu test pour vous montrer. Mais globalement, chaque service chaque dossier se présente de cette manière. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on clique dessus, on a accès en fait à toute la déclaration, ce qui a pu être complété par le déclarant. On peut faire des annotations privées. Donc ça, je vous montre vraiment la partie côté État, hein. Vous n'avez pas vocation à la voir, hein, cette partie-là, mais c'est pour vous montrer où les services de l'État ont la possibilité, s'ils traitent à plusieurs, notamment des dossiers, d'écrire des synthèses, des avis, etc. Ils ont la possibilité de demander un avis externe aussi, c'est-à-dire de transférer directement le dossier au service, à d'autres services, à l'ARS, au conseil départemental, s'ils considèrent avoir besoin d'un appui ou que l'EIG les concerne. Ça peut se faire directement via la plateforme. La seule chose, c'est qu'il faut que l'autre service ait un accès à des marches simplifiées, sinon ils peuvent tout simplement faire une extraction et en fait envoyer l'EIG, mais c'est une possibilité. Après, on a aussi un onglet messagerie que vous avez aussi en tant que déclarant. L'onglet messagerie, donc il va tracer un peu tous les mails automatiques. Globalement, il trace un peu tous les échanges qu'il y a eu autour d'un EIG. Et lorsque vous ou le service déconcentré écrivez un message sur cet espace-là, automatiquement, en fait, il y a une notification qui s'envoie par mail aussi pour inviter à aller voir ce qui s'est fait sur la plateforme. Personne impliquée, donc c'est tout simplement, voilà, ça permet de voir, c'est simplement un onglet récapitulatif pour savoir qui a eu accès au dossier, c'est-à-dire qui l'a rempli et qui, au niveau des services de l'État aussi, a traité le dossier. Ça, c'est des questions, on va dire, de traçabilité. Et réaffectation, c'était ce que j'évoquais rapidement, c'est en fait l'onglet qui permet de réaffecter vers un autre département s'il y a eu une petite erreur au départ, au moment de la déclaration. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai été un peu rapide, mais je vais arrêter le partage et on peut, si vous avez des questions, je me tiens disponible. Bah, peut-être avant, alors je n'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole, on n'est pas nombreux. Mais je vais peut-être relayer des questions parce que j'avais proposé aux personnes de poser des questions dans le formulaire et pour avoir discuté avec quelques associations, plusieurs sont concernées. C'est sur les associations qui ont des logiciels internes sur lesquels ils avaient une interface qui leur permettait de déclarer les EIG et qui leur permettait une extraction avec les données avec de générer un formulaire qui était conforme à tout ce qui était demandé. Et donc se pose la question aujourd'hui de la double saisie, de pouvoir saisir en interne pour avoir eux un suivi interne, mais de devoir saisir sur des marches numériques. Ouais, bah non, sur ça, je pense, la principale difficulté. On assume aujourd'hui d'avoir un peu de double saisine au départ, parce qu'on n'est pas. L'idée, c'est d'apaiser à terme, d'essayer de faire au maximum des interfaces. On est en train de voir comment on peut faire ça. Mais là, c'est sûr il va y avoir, en tout cas ça concerne quelques gros opérateurs au niveau national qui se sont dotés d'un, d'un logiciel. Là, Mm. effectivement, pour eux, oui, il va y avoir effectivement peut-être un peu de double saisine. Je sais que c'est le cas aussi, mais en dehors de votre réseau du groupe SOS qu'on a vu récemment. Alors eux, ils ont eu un retour, ils ont un retour globalement très positif sur l'outil. Donc il y a de la double saisine, mais ils s'y sont fait. Mais après, je comprends je pense qu'au départ, la première marche, il y a un peu un coup à prendre, ça c'est certain, et d'organisation de la déclaration. N'hésitez pas à lever la main en réagissant. J'en profite en attendant si vous voulez réagir. Voilà, levez la main, comme ça je vous donnerai la parole. Mais je vais rebondir aussi sur l'intervention de Julien, parce qu'il y avait aussi une question dans les retours d'inscription, notamment autour du rôle.
de cette déclaration et de ce que ça peut impliquer. Et notamment, il y avait des choses autour de, d'abord, est-ce qu'il y a un appui méthodologique métier qui est départemental ou régional qui peut la mobiliser? Comment? On a parlé des dettes, mais voilà, est-ce que les associations, établissements qui sont autour de l'écran, voilà, ont des interlocuteurs localement qui peuvent interpeller sur des choses très techniques, mais aussi sur des volets plus, plus suivis des EIG, appui, etc. Vous m'entendez, Élise? Oui, Pardon. je prenais aussi du retour éventuellement de comment ça se passe pour les associations qui sont présentes, mais non, l'appui, en tout cas, enfin, il est censé être côté dette, on va dire, enfin, c'est eux qui sont amenés à traiter, donc c'est aussi eux qui sont amenés à vous appuyer ou à faire le lien éventuellement avec des partenaires ou d'autres institutions. Ce que je disais, c'est nous, il faut c'est notre responsabilité qu'on vienne les appuyer parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin côté service aussi d'être appuyé pour pouvoir mener ce travail d'accompagnement des opérateurs. Merci pour, pardon, merci pour le retour, Élise. Est-ce que quelqu'un souhaite justement vous poser une question ou témoigner justement du travail ou peut-être de l'usage que vous avez déjà eu de la plateforme? A priori, il y a eu au moins toutes les informations de base. S'il n'y a pas d'autres questions. J'en ai une petite dernière pour vous, Élise, dans ces cas-là. Pareil, ça, c'est des choses qui sont remontées des associations. Est-ce qu'en cas de IG répété ou non maîtrisé, euh, ça déclenche des procédures de contrôle des autorités? C'est pas aussi direct que ça. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être utilisé comme dans le faisceau d'indices par les MRIS et les services déconcentrés pour prévoir, cibler les missions d'inspection-contrôle. Mais ça va venir avec d'autres éléments. Et c'est pas que les EIG, bien sûr, s'il y a des EIG qui sont non maîtrisés, répétés ou particulièrement inquiétants, ça peut bien sûr être un indice, mais ça va être aussi ce que je disais, l'inverse, c'est-à-dire s'il n'y a pas du tout d'EIG, alors qu'on sait que potentiellement, enfin, il y a aussi une question de où on va aller voir aussi pourquoi en fait il n'y a rien qui est absolument rien qui est déclaré aussi. En tout cas, c'est les deux extrêmes, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite minute, dernière chance pour une question ou une réaction. Non, je voulais juste compléter ce que tu disais, Isabelle. Après, dans les faits, on remarque, nous, quand même, à en parler avec d'autres opérateurs, que de signaler, quand la fréquence s'accentue, ça motive la dette, ça, à débarquer dans la structure pour voir ce qui se passe. Donc, à la fois, on trouve que c'est une bonne chose parce qu'on s'intéresse et on va nous aider à trouver des solutions. Et ça double tranchant parce que ça peut être le moment où des choses émergent dans nos dysfonctionnements propres. Bah, ça rejoint les questions du départ en disant, voilà, à quoi ça, quel avantage pour la structure, notamment, bah, il y a en tout cas, ce que j'entends de vos différentes interventions, c'est quand même une demande d'appui, et je pense que Élise, vous l'avez aussi souligné, la demande d'appui bah, du niveau local, enfin, des services de l'État déconcentrés, on va dire, Mm. euh, que ce soit en effet important de contribuer à ces statistiques qui sont importants pour mesurer aussi ce qui se passe, mais que ce soit pas seulement pour des retours statistiques, mais pour des appuis des services de l'État. Et c'est en cours de travail, de ce que j'ai compris, Élise. Ouais, bon, ça va prendre un peu de temps hein, Ça va, dans le bah oui, on se contexte, doute bien que ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est normal. mais non, non, mais tout ça pour vous dire, déjà merci beaucoup, et puis pour vous dire aussi, je t'ai ajouté, si vous êtes amené à prendre en main l'outil, etc., que vous avez voilà, des irritants dans le formulaire ou des choses, en fait, vous voyez que ça peut être amélioré, ne pas hésiter en fait à les remonter soit via Isabelle, soit via votre tête de réseau ou autre, parce que l'outil est modulable et on compte faire des évolutions déjà après le lancement là un petit peu. Oui, Bah, n'hésitez c'est vrai que absolument. Pardon, vas-y, Marie.
Non, c'est vrai que je reviens là-dessus, mais je trouve que moi je parle, voilà, pour une structure d'une cinquantaine de salariés, 400 logements, donc on peut considérer qu'on a encore de petite taille, hein, compte tenu de la taille d'autres associations. Mais je trouve que quand même, c'est quand même un peu problématique qu'on puisse pas, voilà, avoir une seule porte d'entrée sur la plateforme. Parce que ça complexifie quand même vraiment le suivi de l'ensemble des EIG au sein de la structure. Voilà, moi, peut-être que ça m'oblige de créer un autre tableau à côté pour référencer l'ensemble des EIG, les thématiques, etc. Je trouve que ça pourrait être hyper intéressant aussi pour les structures que l'outil soit pensé pour nous permettre d'avoir un regard un peu analytique en fait sur les événements. Ouais, complètement. Alors, il y a deux options. Soit on arrive, soit on peut effectivement faire, si on ajoute, enfin, par exemple, je déclare un EIG, j'ajoute immédiatement enfin, Mm. automatiquement mon responsable de structure. Comme ça, lui, via son adresse personnelle professionnelle, nominative, il Mm, a mm. sur sa plateforme, enfin, sur Ouais. son interface Mm, tous les mm, EIG. mm, Ça, a priori, mais c'est possible, mais il faut, je le vérifie et mm. je vous redis, je redirai à Isabelle. Soit, si ça, c'est pas possible, l'autre option, c'est de faire de passer par une adresse générique Ouais, du ouais, site. ouais. Mm. C'est pas l'idéal en termes de traçabilité, mais si c'est ce qui permet en fait d'avoir sur enfin, un seul accès tous les dossiers, c'est possible. Et Ouais, mais après, en ouais. termes de traçabilité, même au-delà de ça, je trouve que c'est pas la personne la personne en tant que telle qui qui déclare, enfin c'est l'institution, c'est la structure. Donc moi la question je trouve presque même que c'est un peu euh, la traçabilité, j'entends, mais à partir du moment où on connaît le site et la structure, est-ce qu'il y a vraiment besoin de connaître le nom du salarié qui fait la déclaration? Vous voyez, c'est aussi... Hmm. Oui, oui, oui. Bah, là, c'est dans les textes, normalement, c'est censé être. Alors, il faudrait que je revoie, mais responsable de structure ou chef de service hmm, qui font la oui, oui, bien déclaration. sûr. Donc, mais après, et après, donc, pardon, c'était pour revenir sur démarche simplifiée, on n'a pas la possibilité de générer automatiquement des traitements statistiques, c'est-à-dire des visualisations à Ouais. partir de ce qui a été fait. Hmm, La seule possibilité qu'il y a, c'est de faire des extractions Excel. Ça, mhm, c'est possible. Et après viendra, mais ça, du coup, je suis désolée, je peux pas vous montrer plus en avant, mais cet outil statistique qu'on fait de manière ad hoc, où là, il hmm. sera possible, à partir d'un SIRET ou d'un nom d'une structure aussi, de demander au D'accord, service déconcentré d'accord. des D'avoir des stats, quoi. extractions, des stats. Alors, il faudra s'arranger avec eux pour pas leur demander ça toutes les semaines, mais ça peut être à fréquence régulière, tous les 6 mois ou tous les ans ou quelque chose comme ça. Merci. Bah, merci à toutes et tous. Je vois qu'on, pour ne pas trop dépasser, parce que certains nous ont déjà quittés pour d'autres rendez-vous, je vous propose de clôturer ici. Merci à toutes et tous